Bonjour à tous. Le système de santé français est-il encore et vraiment l'un des meilleurs au monde? Telle est la question un brin provocatrice au cœur de cette émission débat. Une émission ouverte et participative proposée par Verso Healthcare en partenariat avec la revue Décision et Stratégie Santé et au cours de laquelle seront relayées les questions des internautes. Christophe Sicot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président et fondateur de Verso Healthcare, Tout à fait. Un groupe français créé en 2010, spécialisé dans l'ingénierie médicale financière et les services dédiés aux professionnels et structures de santé, et qui compte aujourd'hui 120 collaborateurs. Oui. Vous vous décrivez avant tout comme un entrepreneur au service de l'intérêt général et toujours prêt à bousculer les idées reçues. C'est d'ailleurs dans cet esprit que vous avez proposé le débat que nous animons aujourd'hui. Pourquoi cette question ? En fait, je crois qu'on doit être fier en France d'avoir un système qui permet l'accès aux soins à tous. Et c'est dans ce but-là que je trouvais intéressant, effectivement, de dire comment faire pour le conserver. C'est une fierté française. Donc nous devons gérer, accepter les évolutions, les changements de code, que ce soit dans les organisations ou dans les nouvelles technologies. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce thème qui nous semblait d'actualité. Bien, merci. Et nous allons rejoindre nos invités. Merci. Le système de santé français, fondé sur les valeurs de qualité et d'égalité de soins, a longtemps fait figure de référence. Est-ce toujours le cas aujourd'hui ? Est-il encore à même de s'acquitter de ses missions ? Et à quel prix ? Quelles sont ses forces et ses limites ? Pour répondre et échanger sur ces questions, nous avons convié 4 personnalités emblématiques du monde de la santé. 3 d'entre elles sont ici, sur ce plateau, avec Christophe Sicot. Et une dernière a bien voulu se joindre à nous en distanciel. Rodolphe Bourret, bonjour. Vous êtes le directeur général du centre hospitalier de Valenciennes, qui est l'établissement support du groupement hospitalier de territoire du Hainaut-Cambrésis, le 2e GHT des Hauts-de-France, qui regroupe 12 établissements publics, pour un bassin de population de 800 000 habitants. Vous avez comme formation initiale celle d'ingénieur atomiste, vous avez une expérience de directeur des finances, directeur des systèmes d'information et de recherche-innovation au sein de divers établissements, ce qui fait de vous un acteur et un observateur privilégié de notre organisation hospitalière publique. Daniel Caille, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président et fondateur de Vivalto Santé, l'un des principaux groupes de cliniques privées en France, et vous êtes polytechnicien, diplômé des Ponts et Chaussées. Vous avez dirigé plusieurs grandes entreprises françaises avant de vous tourner vers la santé. Vous avez fondé la Générale de Santé en 1987 et qui est aujourd'hui Ramsay Santé. Et vous êtes, vous, un acteur de référence de l'hospitalisation privée. Stéphane Dessirier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de la MACSF, la mutuelle du corps de santé français, le premier assureur des professionnels de santé en France qui emploie 1600 collaborateurs et assure les risques de la vie privée et professionnelle de plus d'1 million de sociétaires et clients. Enfin, docteur Richard Thuil, bonjour. Bonsoir. Vous êtes radiologue, vous avez exercé en clinique, en dispensaire et pendant 15 ans à l'Institut Gustave-Roussy. Vous êtes à l'origine de la création d'IMPC Bas-Chaumont, qui regroupe plusieurs plateaux d'imagerie à Paris et sur lesquels vous travaillez avec une quinzaine de radiologues. Notre système de santé a vécu ces derniers mois un grand chantier de transformation. Le programme de réforme Ma Santé 2022 en a posé les jalons, la crise sanitaire a fait bouger les lignes et le Ségur de la santé a entériné un certain nombre de résolutions, notamment en termes de gouvernance et de financement. Rodolphe Bourret, le centre hospitalier de Valenciennes est l'un des plus importants de France, classé régulièrement parmi les meilleurs en termes de qualité de soins, mais aussi très souvent donné en exemple pour l'efficacité de sa gestion, de ses capacités d'innovation et d'organisation. Comment
au sein de l'hôpital public, justement, vous avez vécu ces dernières évolutions, notamment en termes de gouvernance. On l'a vécu au rythme du Covid, c'est-à-dire un peu dans la douleur, mais peut-être un peu moins que les autres. On a une organisation qui est une organisation dite magnétique de l'administration. Et donc, c'est vrai que quand est arrivé le Covid, on n'a pas eu à changer notre structure organisationnelle ni notre gouvernance. On a juste eu à changer notre périmètre d'offre de soins. C'est-à-dire qu'au lieu de faire du soin classique et conventionnel, on a soigné la Covid avec les mesures qui ont été prises par le gouvernement. Et c'est vrai que ça a été peut-être un peu moins douloureux pour les équipes hospitalières parce qu'elles étaient déjà préparées à ce mode de gestion hospitalière. Et peut-être que effectivement la mise en perspective du Covid et les nouvelles organisations qui sont maintenant proposées par notre gouvernement vont vers ce type d'organisation. C'est une organisation très ciblée sur un pilotage médical. Il y a un exemple qui existe en France, celui du centre hospitalier de Valenciennes. Ce que je dis souvent, c'est que notre système maintenant existe depuis une dizaine d'années avec de très bons résultats, puisqu'on est un établissement qui a des plateaux techniques ultra modernes. On a également une offre de soins qui est complète. On est à Valenciennes et on n'a pas de problème d'attractivité médicale, ou du moins une attractivité médicale. Justement, pardonnez-moi, mais comment fonctionne concrètement votre gouvernance, puisque vous dites qu'elle est justement pilotée par des médecins? Comment ça se passe? Absolument, en fait. Mais les prérogatives du directeur sont déléguées à 90% aux médecins, aux chefs de pôle. Donc les médecins peuvent, et les chefs de pôle, les chefs de service, peuvent engager des recrutements, que ce soit des recrutements médicaux ou que ce soit des recrutements non médicaux. Ils peuvent aussi engager des investissements, soit des investissements biomédicaux, soit pharmaceutiques, soit logistiques. La capacité de pouvoir solliciter, entre guillemets, des emprunts pour faire des investissements immobiliers. Et donc, tout ça, le pilotage... Pas le cas, pardon, excusez-moi, mais tout ça, ce n'est pas le cas dans les autres hôpitaux publics aujourd'hui? Comment ça se passe chez les autres, justement? Alors moi, j'ai une trentaine d'années dans les centres hospitaliers universitaires et dans quelques centres hospitaliers parce que j'ai fait aussi beaucoup d'intérim. Et c'est vrai que là, au niveau du centre hospitalier de Valenciennes, on a une gouvernance qui est une gouvernance inversée, donc avec un pilotage médical qui sont les donneurs d'ordre et une administration qui est qui suit en fait en support les donneurs d'ordre, alors que dans tous les autres établissements pour lesquels je suis passé, et notamment les centres hospitaliers universitaires et les centres hospitaliers généraux, c'est plutôt des organisations qui sont hiérarchiques, c'est-à-dire très descendantes, avec des prises de décision qui sont très centralisées, ce qui n'est pas du tout le cas au centre hospitalier de Valenciennes. Merci. Daniel Caille, vous voulez intervenir? Comment ça se passe justement dans le privé? Écoutez, je pense que le modèle de la gouvernance partagée que vous évoquez, c'est le bon modèle. La façon de le vivre dépend de chaque acteur. Notre façon de le vivre, c'est indépendamment du fait qu'ils sont très largement actionnaires du groupe, c'est d'abord et avant tout de définir un projet médical, et ce sont les médecins qui le définissent. Notre responsabilité, c'est de le mettre en œuvre avec les moyens humains et les moyens en capitaux, et d'en assurer la responsabilité sociale, sociétale et financière. Mais c'est bien cet ordre-là, et là où on se rejoint complètement. L'ordre des choses, c'est un projet médical qu'on accompagne et qu'on définit, dont on assure la responsabilité. Voilà la façon que j'aurais de traduire le même état d'esprit. C'est qu'on est complètement liés dans une démarche commune pour le patient et qu'au fond, il faut remettre les choses dans le bon ordre et surtout en parlant et en brisant toutes ces frontières hospitalières où il y a l'administration d'un côté, il y a le pouvoir médical de l'autre. Ce que dire monsieur est tout à fait vrai. Et on y contribue tous par toutes nos forces, mais la bataille n'est pas gagnée. Rodolphe Bourret, on parle aussi, avec le Ségur, de revoir quand même le mode de financement, c'est en cours.
Et ça change quelque chose, le mode de financement de l'hôpital public. Oui, actuellement, on a un mode de financement. Enfin, on avait, avant la Covid, un système de financement qui était très axé sur la tarification à l'activité, avec des perspectives qui étaient de diminuer au fur et à mesure la tarification à l'activité pour donner une part de plus en plus importante à la qualité. Ce qu'on a vu avec le Covid, c'est qu'effectivement, la qualité est extrêmement importante et donc il faut effectivement changer ce mode de financement en ayant une tranche importante de financement sur ces indicateurs. Mais également, il va y avoir certainement d'autres indicateurs et d'autres critères à rentrer dans le financement. Et on le voit que lors des épidémies, par exemple, le système de tarification à l'activité est quand même peu adapté puisque public, l'ensemble des jeux. C'est pour ça que je fais une pause de temps en temps parce que je me vois bloqué et donc, donc j'attends de rétablir la liaison. Quel petit problème technique. C'est quand on parle d'argent en fait. Voilà. C'est ça. C'est toujours un problème pour un directeur d'hôpital, l'argent. Oui, j'étais juste en train de dire que très certainement il va falloir aussi voir le mode de tarification. On voit que ce mode de tarification n'est pas adapté aux crises épidémiques puisque les établissements publics sont partis sur du forfaitaire. Et donc, c'est vrai qu'on ne va pas pouvoir avoir ce modèle longtemps, donc il va falloir certainement faire des mixtes, un peu de tout. Donc voilà. Et à Valenciennes, vous aviez anticipé un petit peu ça, ou vous n'étiez pas précurseur ? Alors, sur l'épidémie, on a anticipé, parce que notre mode de management nous a permis d'être au plus près du terrain. Et donc, c'est vrai que nos médecins nous ont poussé à nous organiser avant que la crise Covid intervienne, par exemple. Dès le mois de janvier, on avait les urgentistes qui savaient qu'on allait avoir un flux important de patients Covid qui allait arriver. Donc, ils ont fait des travaux et ils nous ont, entre guillemets, dirigés sur la bonne organisation de l'hôpital pour entrer progressivement dans la crise. Après, concernant la qualité, oui, nous, on travaille énormément sur la qualité. Il y a plusieurs types de qualité, j'en citerai peut-être deux. Il y a la qualité normative, qui est posée par la HAS, la Haute Autorité de Santé, essentiellement. Donc là, c'est des certifications, des labels. Et puis après, il y a les qualités métiers. Et les qualités métiers sont extrêmement importants et certainement plus importants. Et quand on donne des responsabilités aux médecins, les qualités métiers souvent prennent le dessus sur les qualités normatives, ce qui fait qu'on a énormément de labels ou de qualités propres à des métiers qui nous permettent d'accueillir encore mieux le patient, d'optimiser le soin. On peut même avoir, et on a aussi chez nous, des qualités données par nos propres patients, puisqu'on rentre dans des labels qualité patient, un peu comme le fait l'assistance publique des hôpitaux de Paris, sur lequel on a toute une série de critères. Bon, on a reperdu Rodolphe Bourret. On va retrouver, je suppose. Voilà. Bon, pour finir, je vous ai posé aussi une question sur la simplification administrative, parce que, vu de l'extérieur et peut-être du privé, Daniel Caille va nous le confirmer peut-être, et ceux qui travaillent avec l'hôpital public, est-ce que ça va quand même, ça devrait améliorer les choses, cette simplification administrative ? Pour nous, la simplification administrative, elle est immédiate et très importante. Le pôle administration au sein de notre établissement, il pèse 5% des dépenses globales du centre hospitalier général, donc sur à peu près 450 millions d'euros engagés. Donc, dans un établissement classique, c'est à peu près 32-33%. Donc c'est vrai que ce mode d'organisation est simplificateur dans les finances, mais également dans la prise de décision, parce qu'on n'a que des circuits courts. Et donc on peut, par exemple, on a été capable de mettre en place un service de chirurgie de la main en moins de 3 mois. Je ne crois pas que dans beaucoup d'établissements publics de santé, ça puisse se faire en ayant recruté des chirurgiens, en ayant recruté des anesthésistes, en ayant recruté des IAD, et puis en ayant trouvé des vacations, et puis en ayant acheté le matériel biomédical. Donc cette simplification, elle doit aussi trouver écho chez vous, je suppose,
docteur Richard Thuil, ou chez vous, Daniel Caille? Oui, alors elle est pas encore là, hein. C'est-à-dire qu'elle est dans notre régulation, le système français qui a le meilleur et le pire, hein, et qui est le plus, je dirais, porteur d'amélioration. On n'a absolument aucun droit de faire quelque chose qui n'est pas autorisé. Donc l'autorisation, elle est partout. Elle est sous toute forme de nouvelles activités. Donc voilà, la simplification, ça sera le renouvellement des autorisations, ça sera surtout le jugement à la qualité. Ce que disait Rodolphe était tout à fait vrai, c'est qu'on est enfin en train, en réalité, de prendre en compte à la fois la satisfaction du patient et à la fois la rémunération qui va sur la qualité du travail. Donc tous ces axes-là sont des axes porteurs, mais le chemin, il est incroyablement long devant nous, hein. Le système de la santé est un système de régulation administrative, fondamentalement. Pour parler du privé, c'est un peu le même problème, puisque sur une discussion sur qu'est-ce qui reste de libéral en France, puisque je représente un peu des médecins libéraux, cette obligation d'autorisation justifiée, hein, je ne dis pas, fait qu'il n'y a plus vraiment de médecine possible libérale. Aujourd'hui, pour parler des radiologues, on est tous installés, on doit être installés en groupe. Il est impossible de ne pas partager un plateau technique. Ne parlons pas des compétences de chacun. Montrez patte blanche aussi lors des demandes d'autorisation, etc. Et c'est beaucoup de travail. Et la simplification de renouvellement des autorisations dont vient de parler monsieur, donc c'est essentiel pour nous, parce que c'est beaucoup de travail. Mais là, on voit une organisation quand même publique qui est unique, en fait, dans le témoignage qu'on vient d'avoir, qui est lié à un système d'organisation différent, quand même. Oui, il y a un côté exemplaire qui en fait un cas particulier. Voilà, je suis assez étonné des présentations de ce cas, puisque, effectivement, d'ailleurs, il est évoqué par M. Bourret, hein, qui dit, effectivement, chez nous, l'organisation est différente, le parcours de santé a été pensé différemment. Donc, ça veut dire qu'il y a une liberté d'action et de pensée, puisque tout n'est pas réglementé. Vous parlez de réglementation et d'autorisation, mais là, en l'occurrence, moi, ce que je lis dans ce qui a été décrit, c'est une forme aussi d'autonomie décisionnelle, puisque pourquoi c'est possible à Valenciennes et que ça ne le serait pas dans d'autres établissements. En tout cas, moi, je suis ravi de voir ce témoignage, parce qu'effectivement, nous, dans notre domaine d'accompagnant des professionnels de santé, on est effectivement penché sur cette problématique de comment faire en sorte d'accompagner l'acteur de santé vers de l'efficience, vers de la qualité. Moi, je trouve... bravo, en tout cas, de ce que vous faites, c'est remarquable. Le cœur du sujet, c'est de travailler ensemble. Et dans un établissement hospitalier, qu'il soit public ou privé, c'est d'abord de travailler avec ses médecins. Et ce rapport avec ses médecins, il est libre. Et après, c'est de travailler avec son environnement, c'est-à-dire travailler avec la médecine de ville et travailler avec l'aval. Ça, c'est des outils d'interopérabilité qui n'existent pas, mais qui vont peut-être un jour exister. Donc, on est dans un espace de liberté vrai. La façon de gérer avec les médecins est quand même incroyablement variable d'un établissement hospitalier à l'autre, d'une clinique privée à l'autre. On évoque deux situations, mais je crois qu'on pourrait dire qu'on est peut-être deux bons élèves, hein. On n'est pas forcément représentatif de la moyenne, hein. Et par ailleurs, la façon de travailler avec le milieu environnement, c'est juste des systèmes qui ne s'interconnectent pas. C'est-à-dire que vous mettez une base de données à disposition de qui ? De quelqu'un qui est capable de le lire, et la personne n'est pas capable de le lire. La médecine de ville n'est pas capable de lire votre dossier médical, et vous n'êtes pas capable de lire son dossier médical. Donc on est en train, et le ministère a enfin compris qu'il fallait mettre des pivots, disons, obligatoires d'interopérabilité. Donc on y va, mais Dieu sait qu'on a perdu de temps. La crise du Covid, elle a été quand même celle d'une solidarité inédite entre établissements publics et privés, et ça a montré une capacité réelle à travailler ensemble. Daniel Caille, vous l'avez expérimenté, ça ? Ah oui, ça a été formidable. Ça a été formidable dans notre groupe, avec des placements de moyens, des effectifs. Il y a eu 250 personnes qui sont venues aider les zones en difficulté. Ça a été aussi assez extraordinaire sur la capacité à briser les barrières. On a travaillé ensemble, on a travaillé avec l'hôpital public, on a travaillé avec la médecine de ville, on a travaillé avec les SAMU, et tout d'un coup, la régulation administrative a disparu. En face de l'urgence, on a traité en région parisienne le privé entre 20 et 25%, selon comment on compte des patients Covid. Mais cette période-là, je dirais qu'on n'a qu'une seule chose qu'on a en tête, c'est surtout qu'on ne l'oublie pas.
C'est que tout d'un coup, on a travaillé dans des phases de conviction de soignant à soignant, de médecin à médecin, en dehors de tout le quant à soi, les privilèges, les barrières. Et ça a été un moment extrêmement tendu, extrêmement pénible, mais un moment passionnant en réalité. Hein. Voilà, c'est ce moment-là qu'on peut dire, n'oublions pas qu'un système dans lequel les soignants et le personnel, finalement, de différents niveaux ont la main, ça peut être un système qui s'autorégule de façon incroyablement performante et non pas d'avoir des démarches d'autorisation extrêmement strictes. Ce que je voulais dire simplement, c'est qu'il faut revenir sur la phrase quand même de Macron, quel que soit le coût. Quel que soit le coût, en matière de santé, c'est ce qui s'est passé. Parce que vous n'avez pas cherché dans les cliniques privées, puisque je fais partie aussi de plateau technique dans des cliniques privées, le coût. Vous ne saviez pas comment le retour sur cet investissement utile et indispensable, le coût, vous ne l'avez pas mesuré au début. Vous ne saviez pas comment vous allez vous en sortir. Et quel que soit le coût, et c'est ça en matière de santé, c'est-à-dire quel que soit le coût, qu'est-ce qu'on doit faire quel que soit le coût ? Et c'est un peu la même question que ce qu'on a fait pour le chômage partiel, etc. C'était donc bien une période exceptionnelle. Voilà. On peut dire les choses comme ça. C'était une période exceptionnelle. Alors, c'est pas forcément dans cette période exceptionnelle, mais dans tout ce qui est réforme de la santé, on voit que le gouvernement essaie de pousser au mieux pour un rapprochement ville-hôpital autant que possible pour une meilleure coordination. C'est dans les volontés, ça. Est-ce que c'est l'un des axes forts de la réforme ? Est-ce que vous pensez que ça peut pallier à la problématique des déserts médicaux, par exemple ? Écoutez, la réponse est oui et non. La réponse, c'est qu'on a on a une assez grande difficulté du fait de cette difficulté médicale et même de soignants dans des zones déshéritées. Donc il faut couvrir ces zones-là. Donc couvrir ces zones-là, il y a plusieurs façons de le faire. Et on est aidé par les outils modernes. On est aidé par la téléconsultation, on est aidé par la digitalisation, on est aidé par des consultations avancées. C'est-à-dire qu'on peut faire venir des praticiens qui viennent consulter dans des zones de désertification et qui, par ailleurs, opèrent dans des cliniques qui sont capables de leur donner. Donc il y a des solutions à cette solution. Mais et ce qui est intéressant, c'est que dans ce sujet de désertification, comme dans le Covid, les élus s'intéressent maintenant au sujet. Et qu'on soit privé ou public, si on a une réponse adaptée à la couverture de soins dans les territoires, oui. Là aujourd'hui, la totalité des acteurs ne fait plus de guerre idéologique. Donc on est dans un univers dans lequel la désertification est un énorme problème en France. Hein. Oui. Je pourrais vous citer des quantités. Enfin, moi, je suis installé dans des zones désertiques, hein, donc je sais exactement que ça soit. Enfin, je ne vais pas citer des exemples parce qu'on va me dire que je jette l'ostracisme sur ces régions-là, mais on a des vrais cas de figure, donc on s'en sort et les élus et les ARS nous aident. Donc, vous voyez, ce climat-là. C'est pas un climat dans lequel il y a des activités réservées au public ou il y a des activités réservées au privé. Il faut être capable d'avoir une couverture. Et honnêtement, les outils modernes nous permettent, enfin en radiologie, oui. Ça a sauvé, et sur l'anatomopathologie, sur pas mal de sujets de tests et d'analyse, ce qui manque, c'est le médecin, quand il doit avoir un contact physique, il faut qu'il l'ait. Donc oui. Ça, c'est indispensable. Il me semble, vous parliez des élus, Rodolphe Bourret, il me semble que vous avez un travail justement avec les élus qui est assez important sur votre territoire, où vous mettez en place quand même des solutions collaborative intéressante avec la médecine de ville. Oui. On a beaucoup d'exemples où on collabore avec les élus, avec les infirmiers libéraux, avec les CPTS, les communautés professionnelles de territoire de santé, avec l'ASDIS, avec les pompiers, avec la Croix-Rouge. Je donne un exemple. Par exemple, le centre de vaccination de Valenciennes est un centre qui est pluristructure, donc porté par l'hôpital et supporté par la ville. Par exemple, la ville intervient, elle a prêté les locaux, mais en même temps, elle finance et elle s'occupe des transports des Valenciennois et des gens qui habitent autour de Valenciennes pour aller chercher les personnes pour se faire vacciner, et ça de manière 7 jours sur 7. Également, elle intervient sur des financements pour des équipements. Elle nous aide à également localiser les personnes qui sont
perdu de vue. Donc, par exemple, pour le diabète, on a actuellement des études en cours où on travaille avec la ville pour justement localiser par quartier les diabétiques et voir ceux qui sont suivis et ceux qui ne sont pas suivis, et ceux qui ne sont pas suivis pour les remettre dans un circuit de parcours de soins. Et ça, on le fait également avec la ville, avec les infirmiers libéraux, avec les médecins généralistes. Et donc, il y a beaucoup d'innovations qui se font actuellement de manière organisationnelle entre structures. Et c'est vrai que le Covid, par exemple, a été un des catalyseurs de l'innovation. Peut-être qu'on se connaissait un peu moins avec le Covid. Et avec le Covid, ce qu'on a vu avec le Covid, c'est ce besoin de coordination territoriale. On ne peut rien faire si on n'a pas une vraie coordination territoriale de l'ensemble de nos structures. Et comme on l'a dit précédemment, il faut que ça soit une coordination qui soit une coordination bien sûr de santé, mais médico-sociale. Les personnes âgées, les handicapés, tout ça sont des populations fragiles qu'il faut savoir prendre en compte de manière très particulière. Et puis après, il y a le social. Le social a une part extrêmement importante. Nous, au niveau du Hainaut-Cambrésis, on a été extrêmement touchés sur notre établissement. On a été le deuxième établissement. Bon, c'est tout. On l'a un petit peu perdu. Mais merci Rodolphe Bourret, parce que du coup, ça me fait revenir à vous, Daniel Caille. J'en profite parce que vous aviez évoqué, quand on a préparé cette émission, un autre frein avéré, et bien sûr qui a été évoqué par nos internautes également, qui est le coût de notre système de soins. C'est qu'il coûte très cher. Et pour des rémunérations très faibles, vous m'aviez dit, et pour une qualité de prise en charge décevante, d'après vous. Oui, enfin, le système français est un système qui est remarquable, pas tellement sur la couverture, mais sur la liberté de choix. C'est la liberté de choix et le reste à charge, on est imbattable. On n'est pas toujours en matière de prévention, on est en retard en matière de prévention. Il ne faut pas croire que la couverture des soins est parfaite, elle est curative, elle n'est pas bien préventive. Donc parce que l'assurance maladie, même d'ailleurs les assurances complémentaires, il n'y a pas eu... Non, notre système, c'est pas seulement qu'il coûte cher, c'est qu'il est inefficient en termes d'organisation des soins. C'est-à-dire que c'est même plus grave ce qui coûte cher. C'est qu'il est inefficient et on vient d'évoquer. C'est-à-dire que la régulation, elle se fait, comme on le dit, elle se fait en silo. Elle se fait avec des approches professionnelles par thème. Elle se fait par des tarifications spécifiques. C'est en train d'évoluer. Oui, mais avec une vitesse qui est incroyablement lente. Avec à la tête des payeurs, décideurs qui sont d'une part le ministère de la Santé pour le monde hospitalier, puis d'autre part l'assurance maladie pour le monde libéral, qui se sont jamais bien causés sur le plan de l'efficacité par rapport aux patients. Donc notre système, il n'est pas efficient dans l'organisation. Chacun des acteurs est très efficient. Enfin, on a vraiment des qualités, on le voit d'ailleurs en matière d'IFAC, en matière d'approche qualité. Mais par contre, le patient, lui, c'est un parcours du combattant. C'est un parcours du combattant pour être pris en charge, parce que les outils d'organisation, les outils d'interopérabilité dont on parlait tout à l'heure, les outils de travail en commun n'ont pas été développés par une approche qui a été une approche en silo. Donc ce système-là, il coûte cher. Vous êtes d'accord que c'est en train d'évoluer ? Oui, c'est clair qu'il coûte cher. Mais il coûte cher et il a surtout une satisfaction du patient qui est faible. Alors qu'il coûte cher. Oui, mais et d'autre part, il se traduit dans le monde hospitalier, il se traduit par une tension sur les prix, sur les tarifs, et par un malaise de notre monde hospitalier. C'est-à-dire, ce système-là, il provoque finalement une contrainte budgétaire, qui est une contrainte de dépenses, qui ne nous permettent pas aujourd'hui, et on a bien vu dans l'explosion de Ségur, d'assurer une qualité de travail et une attractivité de nos métiers. Donc c'est surprenant. On a un système qui a le meilleur et on a un système qui dysfonctionne. Alors, tout ce que font les opérateurs bienveillants et courageux, c'est d'essayer d'améliorer les choses. D'accord. Voilà. Mais on en est loin. Ne croyez pas que c'est gagné. Tout doucement, c'est vrai. Mais alors, je rebondis sur une chose que vous avez dite, parce que vous, docteur Richard Thuil, vous avez dit une chose
vous m'avez dit une chose assez intéressante et qui est un avis qu'on peut aussi partager. Pour vous, le patient français, c'est quand même un patient très gâté ou trop gâté. Parce que qui, je vous cite, n'a le plus souvent aucune idée du coût effectif des soins qu'il reçoit et surconsomme les examens. Oui, alors ce que je veux dire, c'est que, pour corroborer ce que j'ai dit, en soi, le patient est libre d'aller voir le médecin quasiment qu'il veut. On avait un petit peu espéré par le parcours de soins avec le médecin référent, etc., qui ne fonctionne pas. Ouvertement, les patients vont voir leur spécialiste, peuvent voir un deuxième spécialiste, etc., etc. Et malgré tout, ce que vient de dire monsieur, c'est que, en fait, le patient français n'est pas satisfait. Or, quand il est expatrié, quand il part, il se retrouve quand même à revenir en France pour se faire soigner. C'est indéniable. Moi qui suis dans le monde de la radiologie, j'ai des patientes qui, pour des échos obstétricales, reviennent des États-Unis. Entre parenthèses, ça leur coûte beaucoup moins cher, voyage compris, pour vous expliquer. Donc ce que je dis, c'est que le reste à charge pour le patient, qui est de 0 aujourd'hui, ça a été aussi un critère qui a fait que le patient surconsomme, pour moi. Et c'est un peu tout ce que disaient les syndicats de radiologie, etc. Le reste à charge 0 est une amélioration. Et aujourd'hui, on va reprendre ça en boomerang avec tous les centres de santé qui n'ont plus de régulation, en particulier à Paris, qui commencent à s'ouvrir partout. On se demande comment c'est possible, quoi. Qu'on ait tellement manqué de centres de santé. Oui, alors aujourd'hui, il n'y a plus de régulation, il n'y a plus de contrôle de l'ARS avant d'ouvrir un centre dentaire. Est-ce que ça ne passe pas par une responsabilisation du patient? Parce que c'est alors, ce que... le dernier truc que je voulais vous dire, oui. Et je rejoins ce que disaient les intervenants, c'est qu'en fait, le dossier patient n'existe pas. En fait, aujourd'hui, le nœud du problème, c'est le dossier patient. Revoir un patient alors qu'un autre confrère l'a vu, ou faire une mammographie alors que la mammographie a déjà été faite 6 mois avant, parce que l'inquiétude du patient est grande et qu'elle a envie, elle a simplement une douleur au sein, on lui refait une mammo. Moi, je suis sur le terrain, c'est ce que je vois tous les jours. Et ça, c'est d'énormes dépenses de santé. Mais voyez, ce qu'on veut tous les trois vous dire, et sans préjuger de ce que nous dira Stéphane, c'est qu'il y a une prise en compte. C'est-à-dire que les moments les plus terribles sont derrière nous. Il y a une évidence d'une organisation territoriale qui mette le patient au cœur du sujet. Et cette évidence territoriale, elle est maintenant dans l'esprit de tout le monde, de l'administration et des politiques. Donc, vous voyez, le pire est probablement derrière nous. Ceci étant, le chemin qui nous mène à une véritable organisation territoriale d'une prise en charge cohérente des patients et notamment des maladies chroniques, ça suppose des outils, et ça suppose des outils d'interopérabilité et de dossier médical commun qui, pour l'instant, sont en train d'être décidés sur le fait qu'on va y aller, mais pour l'instant, on n'y va pas du tout, en réalité. Donc, on va y aller dans 5, dans 6 ans. Voilà. Donc, on est parti pour, mais quel blocage qu'on a assisté. Sans parler des outils incroyables, des outils d'innovation qui vont probablement être le deuxième facteur qui vont changer le monde de la santé. Oui, Stéphane Dessirier, justement, la MACSF intègre désormais dans son champ d'activité le soutien à l'innovation médicale, et notamment grâce à ses investissements dans les nouvelles technologies de santé. Est-ce une façon optimiste, alors, de miser sur le développement du système de santé français ? Je pense que nous, on a un poste d'observation privilégié, étant assureur des professionnels de santé et réunissant 1 million de sociétaires. Donc les start-up, les jeunes pousses, les health tech, etc., viennent nous voir pour discuter avec nous et nous proposer leurs solutions. Donc aujourd'hui, il y a à peu près, on pourrait catégoriser les start-up en 3 familles. Il y a ceux qui s'occupent de l'organisation des soins. Donc c'est typiquement des gens comme Doctolib, Lifen par exemple, qui a une messagerie sécurisée. Voilà. Aujourd'hui, un généraliste passe, je crois, 13 heures par semaine à faire autre chose que du médical. Toutes ces start-up, elles peuvent permettre de simplifier grandement l'administration des cabinets et de permettre à ces professionnels de se consacrer beaucoup plus à leur art. Et aussi, Daniel le soulignait tout à l'heure, dans la désertification, il y a aussi la problématique de l'installation, de la logistique, de l'informatique, etc. Et ça, c'est repoussoir pour des jeunes générations
qui n'ont pas envie de s'embarrasser avec ces problématiques de gestion immobilière, d'informatique et de... Voilà. Donc, l'organisation, je pense que il y a énormément de startups qui travaillent sur ces sujets-là. Et est-ce que le système actuel favorise l'innovation, justement? Parce qu'il y a beaucoup de startups... Alors, je ne sais pas si nos différents internautes vont intervenir. C'est à la fois inextricable et c'est à la fois en train de progresser. C'est-à-dire, pour une start-up, l'univers dans lequel elle évolue, avec les donneurs d'ordre différents, avec la complexité administrative, tous les start-up qu'on voit les uns et les autres, ils ont tendance à être désespérés. Il y a un moment où... mais à la fois, il y a une volonté vraiment très très forte, et puis il y a un dynamisme des start-up françaises dans le domaine de la santé qui est extraordinaire. Enfin, on a parmi les plus beaux, disons, projets d'innovation. Qu'est-ce qui achoppe? C'est les accompagner, c'est tout ce système d'essayer de briser un petit peu les contraintes, les difficultés. Christophe Sicot, vous pensez ça aussi? Moi, je suis convaincu qu'il faut laisser la technologie vivre et la soutenir volontiers. On le voit, on parlait de désertification, on parlait de présence partout, on parlait de système préventif. Je crois que en fait, c'est d'abord le choix politique. Alors, les dernières annonces du gouvernement, justement, le Ségur de la santé, le chantier numérique en santé, ça laisse présager d'un contexte plus favorable, non? Au développement des techniques et moi, je suis volontiers optimiste. Donc, c'est vrai que on a cette chance de se dire que les codes peuvent changer. Et je crois qu'il le faut. On a vu à Valenciennes, j'entends le dépistage du diabète quasiment au porte-à-porte. C'est-à-dire que quelque part, on va chercher l'information et donc finalement, on est dans le préventif. Moi, je crois que c'est ça, le préventif. Et le préventif est indissociable de la techno. Parce qu'en fait, pour avoir du préventif, il faut qu'il y ait une technologie qui soit accessible pour tous et qui soit, comme l'a exprimé Daniel, disponible à distance, comme ça a été exprimé aussi avec Stéphane sur cette capacité finalement de donner des moyens et des structures aussi de gestion autonome. Enfin, je pense qu'il y a plein d'éléments. C'est-à-dire qu'il y a le premier élément que moi j'ai entendu depuis tout à l'heure, c'est la décision médicale. C'est-à-dire que le projet des médecins dans leur organisation. Je crois que c'est ça qu'il faut soutenir. Et il faut laisser accompagner autour d'eux des moyens technologiques, d'idées, de fonctionnement, d'organisation. Et c'est vrai que je connais les freins qui peuvent exister aussi en termes d'environnement aussi politique, de choix, de décision, de remboursement de soins. On parlait du patient qui peut sauter aller voir un médecin et un autre successivement. Mais encore une fois, les idées sont là. Pourtant, on avait fait le médecin référent qui devait automatiquement être le passage obligatoire, et on voit que ça ne tient pas. Donc c'est aussi des décisions fortes qui doivent être prises sur le respect des processus. Et pour ça, il y a forcément... On parlait de la responsabilisation du patient tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas aussi un sujet, ça? Parce que... Vous savez, en fait, en matière médicale, les médias aussi poussent à la consommation. C'est-à-dire que quand on voit un sportif se faire une entorse, c'est l'IRM le lendemain. Le patient avec une entorse, il veut son IRM. Moi, je lutte, ça me prend plus de temps parfois d'éviter un examen que de le faire. C'est-à-dire qu'on se retrouve parfois devant un patient qui, si vous ne faites pas, va chez un confrère. On a créé un guide des bonnes pratiques en radiologie qui n'est pas respecté. Le syndicat des radiologues, dont j'étais administrateur à Paris, avait fait le guide des bonnes pratiques d'imagerie, mais personne ne s'en sert aujourd'hui, quasiment. Donc on se retrouve, si vous voulez, Et pour rebondir sur, par contre, les start-up, moi, dans le domaine de la radiologie, on est en train un petit peu de rater le coche, quand même, des innovations et de tout ce qui est start-up en imagerie. Ah oui. Parce que c'est le domaine, quand même, aujourd'hui... Et pourquoi ? Parce qu'on ne donne pas les moyens à nos jeunes de le faire. Ils partent aux États-Unis, ils partent dans d'autres pays. Dans les start-up, alors l'idée que vous avez d'accompagner les gens est essentielle. Moi, j'avais des gamins qui sont venus chez moi pour prendre complètement toutes mes données pour pouvoir faire c'est sorti d'ailleurs, un programme sur les fractures. Et ils l'ont vendu dans le monde entier. Ça se vend. Et donc pourquoi en France, nous, on n'arrive pas à avancer comme ça ? Parce qu'attendez, on ne va pas reparler du Minitel, qui était une découverte essentielle. On a se retrouvé avec des téléphones portables qui viennent des États-Unis, alors qu'on avait le Minitel. C'est clair. Ou Internet. Oui, enfin, bon, écoutez... Non, mais c'est clair qu'il y a des fuites de matière grise.
Ceci étant, mais bon, je connais des startups dans la radiologie qui commencent véritablement. C'est pour ça que je pense que cet accompagnement est essentiel. Moi, je suis d'ailleurs actionnaire d'une, mais oui, et voilà. Non, je pense qu'il faut juste sur l'innovation. Je voulais juste insister. Il y a 3 types d'innovation. Il y a l'innovation médicale, et la réalité, c'est que la machine économique qui est derrière, l'industrie qui est derrière, fait que ça percole. Il y a l'innovation patient, dont on vient beaucoup de parler. C'est la communication patient, le fait de le suivre, le fait de communiquer avec lui, le fait d'avoir un lien à son retour, d'avoir un lien digital, d'un lien à téléconsultation. Ça, c'est en train de naître. Mais vraiment, c'est en train de naître au sens où, nom d'un chien, pourquoi est-ce qu'on ne va pas plus vite? Parce que c'est encore du style de 1%. Et il y a l'innovation, et je me permets de le dire, il y a l'innovation sociale. Parce que notre problème à nous, dans le monde hospitalier, c'est qu'on a un véritable problème social d'attractivité de nos métiers vis-à-vis de notre personnel soignant et notre personnel d'aide-soignant. Donc on a un devoir, vraiment un devoir, mais par-dessus tout, c'est de trouver des outils qui leur permettent de leur faciliter la vie. Et l'outil digital, l'outil de communication qu'on peut avoir aujourd'hui, sont aussi une démarche qui peut leur faire faciliter la vie. N'oublions pas que notre problème, et on l'a bien vu dans la période Covid, notre problème, ça a été essentiellement le manque de personnel. Ça n'a pas été, finalement, à part les quelques semaines de départ, ça n'a pas été un problème de manque de matériel, ni même un problème de manque de réanimateurs. Ça a été un problème de manque de personnel qui était capable d'assister nos médecins. Et ce problème-là, on l'a toujours aujourd'hui. On a aujourd'hui des problèmes de manque de personnel sur une assez grande partie de nos impacts. Merci Daniel Caille. Parce qu'on est dans une faible attractivité. Voilà. Je me permets de vous couper parce que nous allons devoir clore le débat ici. Mais avant, c'est allé vite, et avant, je voudrais vous proposer un dernier tour de table pour vous demander à chacun en quelques mots quelle idée force vous devriez retenir pour permettre au système de santé français de reconquérir sa place parmi les meilleurs. Stéphane Dessirier. Je crois qu'on en a parlé. Je pense que la digitalisation, c'est un levier, à mon avis, extraordinaire. Il n'est pas politique, il est économique. Il peut apporter énormément. Encore faut-il arriver à valider les apports de ces logiciels, de ces startups. Et pour ça, il faudrait une forme d'agrément. Et puis, il faut arriver à faire des véritables plateformes digitales qui offrent toutes les solutions et qui, de façon regroupée, pour qu'elles puissent être accessibles à un maximum de médecins. Aujourd'hui, c'est un des problèmes. C'est-à-dire que chaque start-up pousse sa solution et il n'y a pas véritablement d'outils qui fédèrent ces solutions. Très bien. Et je pense que ça, c'est un levier qui devrait améliorer grandement les choses. Docteur Richard Tuile, votre mot de la fin pour améliorer le système. Pour le mot de la fin, je dirais, on a parlé du système de santé français, on oublie qu'on fait partie aussi de l'Europe et qu'à un moment donné, le Covid l'a montré, il y avait quand même des relations mondiales et des relations à l'Europe et d'autres pays adjacents. Les frontières ouvertes font aussi qu'on soigne beaucoup de personnes qui arrivent en France. Tout ça, c'est un problème aussi de qualité et de savoir ce qu'on veut faire. Et il faut une politique aussi de santé et de coûts et de prise en charge des patients qui soit aussi gérée au niveau européen. Je ne parle pas du système de santé français spécifiquement, mais c'est un peu ce qui se passe. Et aujourd'hui, la prise en charge de ces patients sans sécurité sociale, parce qu'on en a aussi, et sans aucune couverture sociale, il faudra en parler au niveau européen. Très bien. Merci beaucoup. Et Daniel Caille, votre mot de la fin ? Écoutez, je crois que la solution, elle est dans la territorialisation de l'offre de soins, c'est-à-dire dans une capacité que l'autorité des ARS nous laisse nous organiser, telle façon à offrir une offre de soins complète avec des outils qui nous permettent de travailler ensemble, ce qui n'est pas un vain mot, et une capacité d'initiative tous ensemble, comme on a su le démontrer dans la Covid. Et ça c'est quand même un incroyable champ de progression devant nous. Merci. Rodolphe Bourré, vous nous entendez ? Oui, très bien. Ah, très bien. Eh bien alors, un mot de la fin, parce que vous aviez coupé votre micro tout à l'heure, donc voilà. En quelques mots, comment reconquérir notre place de meilleur système de santé, enfin, au monde, ou l'un des meilleurs ? Alors, j'allais dire la même chose que M. Caille, c'est-à-dire la territorialisation. J'étais sûre que vous partageriez. J'ai eu la chance que vous avez coupé le micro. Oui, ça m'a sauvé. Mais j'ai failli dire qu'on avait la même opinion. Vous voyez. Oui, Voilà.
Donc je vais partir sur une autre chose. C'est nous, ce qui serait très important, c'est la formation et d'ouvrir les quotas de formation pour les médecins, parce que c'est vrai que on manque de professionnels de santé. On aura beau les revaloriser, on va chercher des médecins à l'extérieur, et je pense qu'on a des universités de très très haut niveau. Et donc un des sujets importants, c'est d'augmenter notre nombre de professionnels de santé. Donc sinon, on sera toujours très concurrentiel entre établissements. Alors une ouverture et un appel donc aux futurs jeunes médecins. Christophe Sicot, un mot pour conclure? Oui, moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu un constat, en fait. L'avantage, c'est que aussi, si on doit en trouver un d'une crise comme on vient de vivre, c'est qu'on a dû être réactif et qu'on a dû trouver des solutions, on a dû un petit peu faire bouger les codes. Moi, je crois beaucoup au système qui permet, encore une fois, le sujet de départ, c'était de garder ce système qui permet de soigner tout le monde. Et je crois que c'est une spécificité française qu'il faut absolument lutter pour la conserver. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été communiquées autour de la table. Et je vous remercie déjà d'avoir accepté ce rendez-vous parce que pour nous, c'est important. On est très motivés, on est très investis sur ce projet de santé. Et je crois que maintenant, il faut passer à l'action, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut, c'est voir ce qui marche et encore une fois, essayer de le mettre en place. Alors, il y a eu beaucoup de pistes sur le soutien de la technologie, sur l'écoute des médecins et de leurs projets, sur effectivement l'éducation du patient, sur les évolutions aussi dans les organisations du public, les rapprochements avec le privé. Enfin, tout ça sont que des bons signes positifs, encourageants, que je trouve qu'il faut soutenir volontiers. J'en appelle à tous les politiques aussi qui participent à ce projet parce que c'est le moment, quoi. Et Daniel l'a évoqué, tout le monde l'a évoqué en disant oui, on voit qu'il se passe des choses. J'aurais tendance à dire maintenant, il faut qu'elles se passent maintenant, quoi. C'est-à-dire qu'il faut y aller. Voilà. Très bien. Eh bien, cette émission touche à sa fin. Elle sera disponible en replay sur les sites de Décision et Stratégie Santé et de Réseau Hôpital et GHT. Merci à nos invités de leur engagement dans le débat, de leur regard expert. Et merci à tous pour votre participation et pour votre attention. Merci. Merci.